Les machines vont-elles sonner la fin de l'humanité? Même si ce scénario est digne de la science-fiction, il est en marche. Drones tueurs, essaims de robots, chiens de combat mitrailleurs, l'IA devient le nouveau commandant sur le champ de bataille. Un spécialiste en IA nous aidera à comprendre ce qui se cache derrière ces armes intelligentes. D'autant que des failles inquiétantes apparaissent déjà, comme ce drone turc qui a abattu un soldat sans en avoir reçu l'ordre. Plus grave encore, la Chine, qui a une avance considérable dans ce domaine, est en train de vendre ses technologies aux quatre coins de la planète. Alors, simple fantasme ou possible basculement de notre humanité? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Bienvenue! Notre champ de bataille connaît une métamorphose pour le moins inquiétante, car nos soldats sont remplacés de plus en plus par des machines. Là, ce que vous voyez, c'est ce que l'on nomme des drones dragons cracheurs de feu. Ils auraient été utilisés récemment par l'armée ukrainienne sur le front russe pour incendier des zones tactiques. Et ça change la donne, car ces drones sont d'une incroyable efficacité grâce à leur système de thermite embarqué. En gros, c'est un mélange d'aluminium et d'oxyde de fer qui s'embrase au contact de l'air. Sauf que ce feu-là n'est pas un feu ordinaire, c'est un feu quasi inarrêtable car il résiste à l'eau. Bon là, c'est juste une mise en bouche, car ces drones sont équipés artisanalement et pilotés à la main. Mais imaginez que demain, ils soient couplés avec des essaims de drones entièrement autonomes, comme ceux-là. Ce que vous voyez là, ce sont des drones faits par une université chinoise qui sont lâchés dans une forêt et opèrent de concert pour cartographier la forêt. Regardez comme ils se coordonnent pour passer entre les branches. Rien n'est laissé au hasard. Et je le rappelle, il n'y a aucune intervention humaine. On bascule tout de suite de dimension, vous ne trouvez pas? Demain, ils pourraient très facilement mener des missions pour prendre d'assaut des zones urbaines ou neutraliser des cibles stratégiques en seulement quelques minutes et sans qu'aucun humain n'en donne l'ordre. Étienne Hubert, chercheur en éthique de l'IA, nous révèle que l'autonomisation est déjà très avancée. Je pense qu'il faut surtout se garder d'avoir une opposition stricte entre pas autonome du tout et complètement autonome. Parce que quand vous prenez par exemple, des deux exemples, on a mentionné les drones. Là, il y a effectivement ces questions de frappe de drones avec des armes complètement autonomes, ce qu'on appelle des Network Autonomous Weapon Systems. Mais en fait, quand on a déjà des frappes de drones avec une allonge de 8000 km ou plus, des gens qui prennent des décisions à partir de données qui sont captées par des drones très loin, qui recoupent ces signaux pour prendre des décisions qui sera mise en place par un drone, encore une fois avec une allonge significative, qui ne sont pas sur le terrain, qui n'ont pas la même perception, qui n'ont pas le même engagement émotionnel aussi, on est déjà dans une forme d'automatisation. Donc, on est dans un entre-deux. La question, c'est celle du degré entre l'un et l'autre, entre pousser un bouton à plusieurs ou laisser le drone engager tout seul à partir d'une décision qu'on a prise en amont. Je pense que c'est un petit peu plus fin. Sur le volet terrestre, on trouve ces chiens robots comme ceux développés par Boston Robotics. Ces petits robots contrôlés à distance par l'homme, enfin presque, je reviens dans un instant, sont d'une agilité incroyable. Ils peuvent évoluer sur tous les types de terrain et atteindre une vitesse de 15 km/h et fonctionner jusqu'à 5 heures. À l'origine, ils ont été conçus pour des missions humanitaires, comme la détection de mines. Magnifique, n'est-ce pas? Enfin, pas tout à fait, car les militaires ont apporté leur petite touche personnelle, en les détournant de leur usage initial. Aujourd'hui, ils ont été reprogrammés et dopés à l'IA pour les utiliser comme des robots de combat grâce à leur fusil mitrailleur greffé sur le dos. Et ça, ce n'est pas un prototype. On est déjà dans le réel car les forces spéciales des Marines aux États-Unis l'utilisent déjà sur le terrain. Ils s'en servent pour protéger leurs soldats et attaquer leurs ennemis. Ce qui nous amène à une des formes, disons, je pourrais dire les plus avancées dans le déploiement opérationnel. Je parle des tourelles automatiques. Alors pour les plus vieux d'entre nous, je m'inclus dedans évidemment, le film Robocop des années 90 vous donne une petite idée assez précise de quoi il retourne. Vous avez une tourelle en poste fixe qui balaye son environnement pour neutraliser tout danger potentiel. Et bien là, ça coule de source. C'est exactement la même chose. Grâce à l'IA et des dispositifs de technologie avancée, comme des capteurs thermiques et une reconnaissance faciale, ce qui était de l'ordre de la fiction est déjà déployé sur le terrain, comme en Corée du Sud. Pour surveiller sa frontière commune avec la Corée du Nord, cette dernière a disséminé sur toute la zone des tourelles automatiques SGR-1, munies de mitrailleuses légères et de grenades lacrymogènes, avec une capacité de tir automatique. Ça mérite quand même qu'on s'y attarde un instant. Pour faire simple, le système autonome détecte les mouvements, analyse s'il s'agit d'un humain, menaçant ou non, puis prend la décision de tirer ou pas.
Déjà, je me sens pas trop rassuré. Il informe également un superviseur humain si nécessaire. Ah, excusez-moi, je me suis un petit peu emballé pour rien. J'ajoute que ce système est efficace dans des environnements simplifiés, mais n'est pas capable pour le moment de gérer des situations complexes. Par exemple, lever les bras inhibe normalement l'engagement automatique. Mais là, le système ne peut pas toujours discerner si un individu tient une arme, ce qui peut créer des risques. Ça, c'est peu de le dire. Bon, du coup, je me sens plus du tout confiant. Eh bien oui, on voit déjà que le prisme de la décision humaine est en train de s'effilocher. Notre expert nous explique que la vraie question avec les armes autonomes n'est peut-être pas de savoir qui appuie sur le bouton final, mais plutôt de comprendre à quel point ces systèmes sont déjà automatisés. Ce que je voulais souligner, c'est qu'en fait, peut-être le last mile, on peut additionner vraiment le tout dernier point, on est quasiment à 99, on peut aller là. Par contre, le dernier pourcentage, celui vraiment d'appuyer sur le bouton, il est peut-être moins significatif qu'on le pense, parce qu'on a déjà, tous les processus sont déjà tellement automatisés, que ce dernier point qui est l'endroit où se cristallisent en fait toutes les crispations éthiques et juridiques, en fait, il apporte pas grand-chose. On a déjà des cas avérés dans certains conflits dans lesquels l'usage d'armes autonomes ont été utilisés. Puis on peut encore déployer, vous savez, quand on pense aux armes autonomes, on pense surtout à du tir surhumain, sur cible humaine. Mais vous avez aussi des armes autonomes qui sont déjà déployées depuis longtemps, des antimissiles balistiques par exemple, missiles contre missiles. On peut aussi penser à déployer des armes complètement autonomes dans des endroits où il n'y a par exemple pas de civils. Je pense à des guerres sous-marines, ou à des guerres aériennes. Donc, il y a aussi la question de où est-ce qu'on déploie ces systèmes-là, sur quelle finalité et à quel niveau d'autonomie. Je pense que c'est ça l'expression. Quel est le niveau d'autonomie qu'on veut pour garder ces guerres humaines et avec évidemment des processus de responsabilité. Dormez sur vos deux oreilles. Nous en sommes qu'aux premières applications. On verra ça peut-être dans 50 ans. Ah, je voudrais pas vous décevoir, mais grâce au progrès exponentiel en matière de puissance, de calcul, d'algorithmes d'apprentissage, les robots deviennent de plus en plus autonomes à une vitesse sans précédent. En comparant avec les technologies d'il y a 15 ans, les robots étaient principalement programmés pour accomplir des tâches spécifiques. On peut dire qu'ils étaient rudimentaires. Maintenant, dans ce seul laps de temps, on se retrouve avec des machines qui évoluent à une vitesse fulgurante. En comparaison avec 2010, aujourd'hui, les capacités de calcul sont 100 fois plus élevées. Elles pourraient encore doubler plusieurs fois d'ici 5 ans seulement. Donc en 2030, on peut se retrouver avec des robots 100% autonomes. 100% autonomes. Franchement, ce concept soulève de nombreuses questions. À commencer par la fiabilité. Vous vous souvenez de ce drone turc, le Kargu 2, qui a abattu un soldat en Libye sans en avoir reçu l'ordre préalable. Suite à cet incident, l'ONU avait mis en garde contre la prolifération des drones autonomes dans les zones de conflit, car cela représente un réel danger. Alors, simple erreur ou volonté délibérée, impossible de répondre à cette question sur ce cas précis. Mais cela nous rappelle le concept popularisé par l'écrivain Arthur Koestler, qui explore l'idée que ces systèmes, lorsqu'ils atteignent un certain degré de complexité, peuvent produire des résultats inattendus ou même sembler animés d'une vie propre. On a voulu savoir si c'était un cas isolé. Eh bien non. En 2022, lors d'un conflit russo-ukrainien, il a été signalé que des systèmes d'armes autonomes utilisés par les forces russes ont engagé des cibles de manière indépendante et attaqué une zone civile par erreur. Le problème qui est soulevé par les experts en intelligence artificielle, c'est la nature complexe des systèmes d'apprentissage. On est face à une boîte noire où les développeurs eux-mêmes ont du mal à comprendre pleinement leurs mécanismes internes. Cela engendre une situation où des décisions sont prises par la machine sans aucune explication claire. L'une des préoccupations majeures soulevées par des experts tels que Elon Musk ou Stephen Hawking est que l'IA pourrait devenir incontrôlable en raison d'erreurs imprévues, de bugs ou de mauvaise programmation. Allez, on va pousser un tout petit peu plus la réflexion pour se demander si un jour une nation déploie un système autonome d'IA militaire qui apprend et évolue sans supervision. Qu'est-ce que ça peut donner? Vous avez une idée? Moi j'en ai une, et une assez précise même. Mais là encore, il faut aimer les films de science-fiction comme Terminator. Est-ce que vous vous souvenez du programme Skynet? Celui qui vient à considérer l'humanité comme une menace et utilise les machines pour éradiquer le genre humain. On est bien sûr dans la plus pure fiction catastrophique.
Mais je sais, et heureusement, cela n'existe pas. Un tout petit détail. Ce détail, c'est Skynet lui-même. Car il existe dans la vraie vie. Et c'est le nom donné par la Chine à son méga système de surveillance autonome de sa population. Simple coïncidence, je laisse ça à votre appréciation. Comme on reste dans l'allégorique et le fantastique, on va se baser sur du concret, sur ce qui existe déjà. Et pour ça, il n'y a qu'un endroit sur cette planète, c'est la Chine. Car c'est le laboratoire pour toutes ces armes intelligentes et un bon nombre sont déjà en service. Comme le dit l'adage, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où on vient. Sauf qu'ici, on veut savoir en fait, d'où ça vient. Car oui, la Chine a mis en place un outil de contrôle et de répression inégalée sur toute la planète. Skynet, je l'évoquais à l'instant, est le réseau de surveillance intelligent de masse, basé sur plus de 500 millions de caméras réparties dans les rues, les centres commerciaux, les gares, bref, partout. Le moindre de vos mouvements est scruté. Comment ça fonctionne? Simple. Capture des images en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Reconnaissance faciale, avec extraction d'un visage dans une foule. Et suivi en temps réel. Une fois identifié, on ne lâche plus la personne. Ça, c'est pour la surveillance, disons, générale. Mais le régime chinois est devenu expert en surveillance ciblée. Elle utilise notamment le programme baptisé Plateforme intégrée d'opérations conjointes, qui est un système plus restreint que Skynet, mais bien plus invasif dans son mode opératoire. L'IGOP pour les intimes ne se contente pas d'utiliser des caméras. Il fusionne de nombreuses sources de données, historique de voyage, paiement, habitudes religieuses, communication téléphonique, ce qui lui permet de surveiller des populations ciblées, comme les Ouïghours, dans la province du Xinjiang, qui, disons-le au passage, sont très sévèrement persécutés par le régime. Ces armes intelligentes rendent la science-fiction de plus en plus réelle. Un pas supplémentaire a d'ailleurs été franchi puisque l'armée populaire de Chine vient de déléguer un de ses systèmes de commandement à des machines. Quand je vous parlais d'un pas, je parlais d'un pas de géant. Alors pourquoi font-ils cela? Eh bien, selon eux, les prises de décision sur le champ de bataille doivent prendre en compte une quantité stupéfiante d'informations. Données satellitaires en temps réel, caméras, microphones, capteurs présents sur le terrain. Ça devient très difficile pour un humain de traiter un flux de données aussi volumineux. Donc, plus simple de confier ça à des machines. Alexander de Rieder, spécialisé en IA, nous confirme qu'on est déjà à un stade avancé. Pour lui, que ce soit les drones, les chars, les chiens robots autonomes, tous font partie intégrante de notre réalité. J'aimerais que vous observiez la dernière mouture robotique chinoise. On se rapproche presque de l'humain, vous ne trouvez pas? Alors oui, pour l'instant, ils sont encore un peu maladroits dans le monde réel. Mais ça ne va pas durer car leur capacité évolue très vite. Selon M. de Rieder, une fois qu'ils seront assez fiables et utiles pour être commercialisés, la Chine pourrait bien passer à la production de masse. Il a déclaré « Le marché va être inondé de robots humanoïdes et leur usage dépendra entièrement de la programmation. Cela inclura probablement une utilisation militaire. » Et on pourrait rapidement se diriger dans un futur plus ou moins proche vers ça. Des robots Terminator que l'on pensait uniquement cantonnés à la science-fiction. Et oui, car le problème dans tout ça, c'est que ce laboratoire qu'est la Chine exporte ces technologies vers des régimes autoritaires comme l'Iran, la Russie et des États africains pour contrôler leur population. On pourrait même imaginer un déploiement de ces technologies avancées vers des démocraties sous le sceau de la sécurité par exemple. En équipant ces régimes d'outils de surveillance de masse et d'armes autonomes, le PCC devient un accélérateur, ou on peut dire même facilitateur, comme vous voulez, en contribuant à la prolifération mondiale de ces technologies. Mais quid du contrôle? Eh bien, en préparant le sujet, on s'est rendu compte qu'il est tout simplement inexistant. À ce jour, il n'existe actuellement aucune régulation internationale claire pour encadrer l'utilisation des armes autonomes. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, dénonce des armes politiquement inacceptables et moralement révoltantes qui déshumanisent la guerre. Alors, seules quelques initiatives voient le jour pour alerter sur les dangers de cette menace, comme la campagne Stop les robots tueurs qui réunit plus de 250 ONG. Alors, il y a bien eu quelques appels à une interdiction, mais la plupart des nations concernées ont balayé, ça vous en doutez, d'un revers de main la question. Alors pour le coup, doit-on craindre un effet boule de neige de ces systèmes autonomes? Franchement, c'est probable.
car ils pourraient commencer à interagir entre eux sans besoin d'intervention humaine, comme lors de l'exercice militaire Loyal-Wickman aux États-Unis en 2020, où lors de tests, les drones autonomes qui volaient aux côtés de pilotes humains ont été capables de s'adapter à des scénarios de combat en temps réel et ont montré des signes d'une coordination autonome entre eux. De plus, ces systèmes pourraient être capables d'améliorer leurs propres capacités en développant de nouvelles stratégies qui dépassent la compréhension humaine. Comme l'algorithme AlphaZero développé par DeepMind, qui a appris à jouer aux échecs en quelques heures seulement, surpassant les meilleurs joueurs humains. En fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'il a réussi à développer des stratégies jamais vues, prouvant qu'une IA peut non seulement apprendre, bon ça c'est ok, mais aussi inventer des solutions qui dépassent notre compréhension. Et si on rentrait dans un cercle vicieux où les machines deviennent progressivement indépendantes, conduisant potentiellement à une prise de pouvoir, vous dites que c'est impossible? Ben franchement, vous avez sûrement raison. Mais j'aimerais qu'on joue ensemble à un tout petit jeu. Quel est le point commun entre les éléments suivants? La carte de crédit, le smartphone, les appels vidéo et le tourisme spatial. Est-ce que vous avez une idée? En fait, ils viennent tous de la science-fiction. Et pourtant, ils font partie de notre réalité, on est d'accord. Maintenant, si je vous dis reconnaissance faciale, drone, véhicule autonome, surveillance de masse, voyez où je veux en venir? Eux aussi étaient de la pure fiction. N'empêche qu'aujourd'hui, ils sont eux aussi devenus réalité. Alors, qu'adviendra-t-il demain? Notre spécialiste soulève l'aspect essentiel des influences et des distorsions qui affectent les décisions humaines, mais celles aussi des machines. On parle beaucoup en éthique de l'IA des biais algorithmiques. C'est devenu vraiment un phénomène de société. Et ce qu'on appelle un biais, je pense qu'il faut faire très attention aujourd'hui vis-à-vis de ces biais, c'est que donc on a des biais statistiques dans la science, on a des biais algorithmiques aujourd'hui qui deviennent des phénomènes de société, et on a une utilisation de ces biais, notamment avec un troisième type de biais qu'on appelle les biais cognitifs, utilisés par les cognitivistes. Et vous avez aujourd'hui une espèce de confusion entre tout ça pour soutenir un narratif selon lequel il faudrait débiaiser les gens de même qu'on débiaise les algorithmes. On dit, très bien, il faut débiaiser les algorithmes pour pas qu'il y ait des décisions discriminantes et illégales, donc on doit aussi discriminer les gens, parce que c'est à cause d'eux que ces décisions se font de cette façon-là, avec les données qu'on rentre dans les systèmes. Et je voudrais juste appeler à faire attention sur ces confusions-là, parce qu'elles entraînent à se mobiliser notamment par certains réseaux transhumanistes pour dire qu'il faut débiaiser les humains, et ce qu'ils entendent par biais, ce sont des préférences sexuelles, ce sont des idées politiques, ce sont des religions, en fait, tout ce qui fait ce que l'on est et notre individualité. Donc il faut faire attention à ne pas être aspiré dans cet appel qui me semble être vers le néant, à construire des hommes et des femmes qui ne sont même plus des hommes et des femmes, qui sont des agents purement rationnels, qui ne font que des décisions rationnelles et qui n'ont plus aucune saveur. Sans garde-fou clair et rigoureux, on pourrait bien voir ces systèmes autonomes évoluer au point de dépasser notre contrôle. Imaginez un monde où l'humain n'est plus au centre des décisions mais relégué à un simple observateur, dépassé par ses propres créations. Nous devons agir dès maintenant pour placer l'humain au cœur de cette révolution technologique avant que ces machines n'en viennent à redéfinir nos vies à notre insu. Merci de votre fidélité. Si vous avez apprécié notre contenu, merci de liker la vidéo et de nous glisser un petit commentaire. Ça nous fait toujours plaisir. Nous, on se dit à très vite et en attendant, prenez soin les uns des autres et restez libres.